L'image est presque irréelle. Un M4 Sherman avançant dans un chaos de poussière et de fumée, tandis qu'une file de 12 silhouettes se déploie derrière lui, allongées dans des coques métalliques qui glissent dans les ornières laissées par les chenilles. À première vue, on croirait à une scène expérimentale oubliée. En réalité, c'était l'une des idées les plus audacieuses et les plus dangereuses jamais imaginées durant la Seconde Guerre mondiale. Cette vision improbable naquit de l'esprit d'un officier dont la réputation précédait toujours son arrivée, le brigadier général John W. O'Daniel. Petit, râpeux, intransigeant, mais vénéré par ses hommes, il avait déjà survécu à une première guerre mondiale, aux campagnes les plus rudes d'Europe et aux interminables marches d'entraînement où il répétait inlassablement son mantra « Aiguisez vos baïonnettes ». Pour lui, un soldat devait toujours aller plus loin que ce qu'on pensait possible. Et lorsqu'il observa de près l'immense vulnérabilité de l'infanterie avançant aux côtés des chars, il sut immédiatement qu'une solution radicale s'imposait. Suivre un char en mouvement signifiait s'exposer à chaque tir destiné à la machine, à chaque éclat d'obus qui ricochait contre son blindage et explosait au sol. Le fantassin n'était jamais plus fragile que dans ces quelques secondes où il courait dans l'ombre du monstre d'acier, incapable de se protéger, incapable de se mettre à couvert. O'Daniel en avait vu trop mourir ainsi pour accepter l'idée que cette fatalité fût inévitable. Il voulait offrir à ses hommes l'équivalent d'un foxhole mobile, la protection d'une tranchée, mais en mouvement. L'idée aurait pu sembler absurde à n'importe quel autre officier. Créer un dispositif permettant à une escouade entière de se faire tracter par un Sherman tout en restant invisible, ou presque. Mais O'Daniel ne s'arrêtait pas à l'absurdité d'un concept. Il ne croyait qu'au résultat. S'il fallait redéfinir la manière d'avancer en terrain découvert, il était prêt à en payer le prix en temps, en matériel et en énergie. Il imagina donc une ligne de traîneaux individuels, suffisamment long pour permettre à un soldat de s'y allonger, protégés par une enveloppe métallique et reliés entre eux par un axe articulé. L'ensemble serait accroché à l'arrière d'un M4 Sherman, chaque traîneau se glissant précisément dans les traces laissées par les chenilles. Si l'idée fonctionnait, 12 hommes pourraient traverser un champ battu par les tirs ennemis sans offrir la moindre silhouette verticale, profitant du profil bas des coques pour rester pratiquement indétectables. Lorsqu'il présenta son plan pour la première fois à ses officiers subalternes, les réactions oscillèrent entre le scepticisme pur et la stupéfaction. On lui demanda si c'était une plaisanterie. Il répondit simplement que dans une guerre où tout évoluait à une vitesse effrénée, rien ne devait être exclu. Les blindés avaient changé la manière de percer un front. Pourquoi ne pas laisser ces mêmes blindés changer la manière d'y survivre? À ce moment-là, l'armée américaine combattait en Italie, où les terrains irréguliers, les champs labourés et les zones sinueuses rendaient chaque progression plus périlleuse que la précédente. C'est là, dans ce théâtre hostile, que O'Daniel trouva l'occasion de transformer une idée en projet réel. Il demanda une quantité de matériel que personne n'aurait pensé utiliser pour une telle expérimentation. Des demi-coques provenant de torpilles inutilisées. Elles étaient légères, courbées, résistantes et surtout suffisamment larges pour accueillir un soldat équipé. On les découpa, on les modifia, puis on les assembla par série de 6 pour constituer un bloc fixé à chaque flanc du Sherman. Les équipes de soudage travaillaient nuit et jour sous une immense tente montée à la hâte, véritable atelier secret perdu quelque part entre Naples et les lignes alliées. Les mécaniciens utilisaient tout ce qu'ils pouvaient trouver, postes à souder portatifs, plaques récupérées, tubes d'acier réemployés. Rien n'était laissé au hasard. Chaque traîneau devait être capable d'endurer les vibrations du terrain, les chocs de la progression, les brusques changements de direction du char. La première démonstration eut lieu au petit matin. Le Sherman avança lentement, tira les 12 traîneaux et à la stupeur générale, la colonne glissa avec une fluidité presque irréelle dans les ornières. Couchés dans leur coque, les soldats ne dépassaient jamais le niveau des chenilles. Ils ressemblaient à une extension mobile du blindé, comme une sorte de colonne humaine camouflée dans la poussière, prête à se déployer en une fraction de seconde. Pour O'Daniel, ce n'était pas simplement une réussite, c'était une révolution en devenir.
Lorsque les premiers essais semblèrent prometteurs, O'Daniel comprit qu'il devait passer de l'expérimentation improvisée à une production réelle capable d'équiper plusieurs unités. Le général n'avait cependant ni usine, ni chaîne logistique dédiée, ni autorité officielle pour détourner les ressources. Il ne possédait qu'une idée et une détermination qui forçaient le respect. Pourtant, en Italie, l'impossible se transformait souvent en réalité, surtout lorsque l'objet convoité promettait de sauver des vies américaines. Le projet fut transmis au colonel William H. James, responsable du matériel dans la zone. James, intrigué par le potentiel tactique de l'invention, demanda un croquis détaillé. À peine le reçut-il qu'il mobilisa une équipe d'ingénieurs et de mécaniciens pour élaborer un prototype plus abouti. Les premières modifications visaient à résoudre un problème essentiel, la friction. Lors des tests initiaux, la chaleur provoquée par le frottement entre les coques métalliques et le sol risquait de déformer les plaques ou de gêner la progression. James ajouta donc des patins, véritables coulisseurs, conçus pour réduire cette chaleur et stabiliser le mouvement sur terrain irrégulier. Une fois les ajustements validés, une décision inattendue tomba. La fabrication des traîneaux se ferait en secret, sous une immense tente récupérée auprès d'une troupe de cirque qui avait fui les combats. Là, à l'abri des regards, la 5e armée américaine allait construire l'un des dispositifs les plus étranges de tout le conflit. Les postes à souder crépitaient jour et nuit, éclairant l'intérieur de la toile comme un four gigantesque. Les mécaniciens travaillaient par roulement, 8 heures chacun, manipulant des demi-coques de torpilles récupérées sur des stocks inutilisés de la marine. Au centre de cette ruche bourdonnante se trouvait le sergent Selfers, un soudeur d'une habileté remarquable, devenu chef d'atelier improvisé. Sous sa direction, les soldats apprennent à assembler les pièces comme s'ils créaient une série d'engins destinés à un film de science-fiction plutôt qu'à un front européen. Le calendrier était serré. O'Daniel voulait les premiers exemplaires prêts avant le prochain engagement majeur. La réponse de l'atelier fut impressionnante. Entre le 29 avril et le 14 mai 1943, plus de 360 traîneaux virent le jour. Chaque exemplaire était inspecté méticuleusement. Il fallait vérifier les soudures, les articulations, l'alignement avec les anneaux qui se fixaient au Sherman. Une faille minuscule pouvait rendre le traîneau instable lors d'un virage brusque. Les artisans savaient que si un seul d'entre eux se retournait en pleine progression, le soldat qui l'abritait serait condamné sans pouvoir se relever. Leur travail était chargé de cette responsabilité silencieuse. Le moment décisif arriva lorsqu'un Sherman soigneusement révisé fut amené sous la tente, attirant une foule curieuse. On fixa les 2 lignes de traîneaux sur l'arrière du char. La machine se mit en marche, d'abord lentement, ses chenilles écrasant la terre meuble, puis en accélérant progressivement. Les traîneaux suivirent le mouvement, se glissant presque naturellement dans les traces du blindé. Une précision mécanique que personne n'osait espérer. Pourtant, l'enthousiasme n'était pas unanime. Lorsqu'on demanda à un premier groupe de fantassins de s'allonger dans les coques pour simuler une progression, les réactions furent nettement plus mitigées. Certains acceptèrent par discipline, mais d'autres n'y virent qu'un cercueil ambulant. L'expression se répandit comme une traînée de poudre. Dead ducks, canard mort en attente du coup fatal. L'idée de confier sa vie à une coque de torpille recyclée, sans la moindre possibilité de se redresser en cas d'urgence, glaçait plus d'un soldat. Pour convaincre les sceptiques, O'Daniel organisa une démonstration à grande échelle. Devant un groupe d'officiers et de gradés, le Sherman tracta 12 hommes sur plus d'1 kilomètre, traversant des herbes hautes, contournant des amas de pierres, franchissant des irrégularités du sol sans que les traîneaux ne se décrochent. L'effet visuel était puissant. Les silhouettes disparaissaient presque entièrement dans la végétation. En terrain ouvert, on aurait dit une file fantôme collée au blindé. La démonstration impressionna suffisamment le commandement pour que l'équipement soit autorisé pour un test en situation réelle lors d'une opération d'envergure. Le moment choisi fut l'approche d'Anzio, où les forces alliées allaient tenter une percée décisive. Pour O'Daniel, c'était l'aboutissement de mois de travail. Son invention allait être confrontée au seul juge réellement pertinent, le feu de l'ennemi. Rien ne garantissait la réussite. Le terrain d'Italie n'avait rien d'un terrain d'entraînement. Chaque mètre comptait,
Chaque ornière cachait un risque, chaque mine pouvait transformer l'avancée en piège mortel. Mais l'idée était lancée, et désormais, seule la bataille déciderait de son avenir. Lorsque les premiers convois équipés des traîneaux quittèrent les zones arrières pour se rapprocher du front d'Anzio, l'atmosphère dans les unités était un mélange d'excitation nerveuse et de scepticisme profond. Les chars avancèrent lentement vers leur position de départ, tirant derrière eux ces silhouettes allongées qui semblaient flotter entre les herbes et la poussière. Les hommes qui prenaient place dans les coques avaient reçu des instructions claires. Rester parfaitement couchés, conserver les armes serrées contre la poitrine et garder les coudes protégés contre les parois métalliques. Le moindre mouvement imprudent pouvait les exposer. Pour O'Daniel, c'était le moment de vérité. Le terrain autour d'Anzio était un patchwork dangereux. Zones boueuses, creux abrupts, ruines de fermes éventrées, mines posées à la hâte par des défenseurs déterminés. Le Sherman possédait la puissance pour franchir ces obstacles, mais rien ne garantissait que les traîneaux supporteront les à-coups d'un champ de bataille réel. Dès les premiers mètres, une réalité inattendue apparut. Le vacarme du moteur et le crissement des chenilles masquaient entièrement le léger bruit des coques glissant au sol. Cette discrétion mécanique était l'un des atouts que les tests n'avaient pas pleinement révélés. Pourtant, cela ne suffisait pas à rassurer les soldats allongés, dont seuls les yeux dépassaient légèrement pour observer le ciel gris. La sensation d'être prisonnier dans une capsule métallique rendait chaque seconde plus tendue. Le premier incident survint alors que la colonne approchait de terrains plus meubles. Un char légèrement ralenti par une dépression du sol fit onduler la ligne de traîneau. Les coques se soulevèrent d'un côté, puis retombèrent brutalement. Aucun blessé, mais l'avertissement était clair. Un simple changement de niveau pouvait faire perdre l'équilibre à tout le dispositif. Les instructeurs redoublèrent alors d'efforts pour rappeler aux équipages que la stabilité dépendait exclusivement de la trajectoire du blindé. Lorsque les combattants atteignirent enfin une zone exposée, les traîneaux prirent tout leur sens. Le Sherman avança droit, ignorant le feu ennemi qui tentait de ralentir sa progression. Les impacts se concentraient sur son blindage avant et sur les flancs, mais les silhouettes couchées dans les coques restaient presque invisibles. Les soldats, habituellement obligés de courir pliés derrière le blindé, traversèrent une vaste étendue sans se lever une seule fois. Pour eux, ce passage silencieux offrait un sursis inattendu au milieu du vacarme. Mais cette réussite partielle fut de courte durée. En approchant d'un réseau de mines mal cartographié, un des chars s'immobilisa brusquement. L'explosion n'endommagea pas gravement le blindé, mais les traîneaux se trouvèrent exposés, stoppés en plein milieu d'un secteur à découvert. C'était le pire scénario imaginé par les sceptiques. Les hommes n'avaient aucun moyen de se redresser rapidement. Il fallut plusieurs secondes, interminables, pour détacher les attaches sous un déluge de tirs. La plupart parvinrent à se dégager, mais la scène montra à quel point l'immobilisation du Sherman pouvait transformer ces abris en pièges létaux. Plus loin, un autre peloton tenta d'utiliser les traîneaux pour contourner une position retranchée. Le terrain, plus accidenté que prévu, fit osciller les coques sur les côtés comme des bateaux sur une mer agitée. Les patins ajoutés par les ingénieurs limitaient la friction, mais ils ne pouvaient rien contre les bosses abruptes et les fossés étroits. Au bout de quelques dizaines de mètres, les hommes durent abandonner l'équipement et se disperser, craignant que la prochaine irrégularité ne les renverse complètement. La situation varia pourtant d'une unité à l'autre. Un régiment particulièrement discipliné parvint à employer les traîneaux comme prévu. En approche d'un talus ennemi, les soldats glissèrent jusqu'à une trentaine de mètres de la ligne adverse sans être repérés. Lorsque le char s'arrêta, ils se détachèrent rapidement, se déployèrent en éventail et prirent d'assaut la position avec l'appui direct du blindé. Ce succès isolé démontra que l'idée d'O'Daniel pouvait fonctionner dans des conditions idéales. Mais l'Italie n'était pas connue pour offrir ce genre de conditions. Le soir même, les rapports commencèrent à affluer. Ils étaient mitigés, mais unanimes sur un point. La faisabilité dépendait trop fortement du terrain, et surtout de la capacité du Sherman à ne jamais s'arrêter de manière imprévue. Certains officiers saluèrent l'ingéniosité du concept,
D'autres le qualifièrent d'expérimentation hasardeuse. Les fantassins, eux, restaient divisés entre fascination et méfiance. Pour certains, les traîneaux offraient une couverture inespérée. Pour d'autres, ils ne représentaient qu'une version modernisée des Dead Ducks. Une certitude, toutefois, se dessinait déjà. Ce qui restait encore à venir déterminerait si ce projet allait trouver une place durable dans l'arsenal américain ou s'il finirait par disparaître comme tant d'innovations de guerre nées trop tôt ou pensées trop vite. Au lendemain des premiers engagements, les traîneaux d'O'Daniel furent au centre de discussions animées dans les états-majors. Les officiers souhaitaient comprendre pourquoi certaines unités avaient réussi à les employer, tandis que d'autres avaient dû les abandonner presque immédiatement. Une certitude se dessinait. Aucun test mené à l'arrière ne pouvait reproduire la brutalité d'un terrain où chaque mètre cachait un danger. Chaque creux devenait une embuscade et chaque arrêt de char pouvait transformer une formation entière en cible immobile. Lorsque de nouvelles équipes furent envoyées pour analyser l'utilisation réelle du dispositif, elles constatèrent que la moindre variation dans la façon de conduire le Sherman avait un impact direct sur la sécurité des âmes tractées. Un léger changement de direction provoquait une tension brutale sur les articulations. Un freinage un peu trop sec faisait glisser les traîneaux les uns contre les autres, créant un effet de balancier inquiétant. Les conducteurs de chars, déjà responsables de leurs propres blindés, se voyaient désormais confier la vie de 12 soldats dépendant de leurs décisions. Malgré ces difficultés, O'Daniel refusa de renoncer. Il argumenta que l'idée n'avait été testée qu'en Italie, l'un des terrains les plus hostiles d'Europe. Il estima qu'un sol plus ferme, moins fragmenté par les bombardements, permettrait d'exploiter pleinement le potentiel du dispositif. Pour lui, les traîneaux devaient être employés là où la progression d'un blindé restait relativement régulière. Zone côtière, plaine dégagée, secteur où les mines étaient bien cartographiées et où les chars pouvaient avancer sans zigzag permanent. Les essais se poursuivirent donc dans plusieurs unités, loin des combats directs. Les instructeurs mirent l'accent sur la coordination. Le Sherman devait maintenir une vitesse constante, éviter les mouvements brusques, anticiper les obstacles. Les soldats allongés apprirent pour leur part à se caler dans les coques, à amortir les secousses avec les jambes et à détacher rapidement les sangles au signal convenu. Certains commencèrent même à y voir un avantage inattendu. La possibilité d'approcher une position ennemie avec un niveau de fatigue moindre, préservant leur énergie pour le moment crucial de l'assaut. Mais lorsque l'équipement fut réintroduit dans des opérations réelles, la dureté du front italien rappela une nouvelle fois qu'aucune invention ne pouvait échapper aux caprices du terrain. Un bataillon tenta d'employer les traîneaux pour se rapprocher d'une ligne de maisons fortifiées à la périphérie d'Anzio. Le début de l'approche se passa sans incident. Le Sherman avançait en ligne droite, les coqs suivaient fidèlement, et les soldats restaient invisibles derrière les hautes herbes. Puis, à l'entrée d'un chemin creusé par les pluies, une pierre affleurante heurta l'un des patins d'un traîneau. Le choc fit pivoter la coque, qui se renversa sur le côté en bloquant celle qui la suivait. En quelques secondes, une ligne entière d'hommes se trouva immobilisée, exposée à une mitrailleuse ennemie qui surveillait la zone. Les survivants racontèrent plus tard que seule la confusion provoquée par un tir de fumigènes improvisés leur permit de se replier. Dans un autre régiment, l'échec ne fut pas dû au terrain, mais au comportement du char. Alors qu'il tentait d'éviter une série de projectiles tombant en arc de cercle, le Sherman dut effectuer une série de demi-tours rapides. Chaque manœuvre tirait violemment sur les attaches, forçant les traîneaux à se rapprocher puis à s'écarter brusquement. 2 coqs se détachèrent complètement, laissant les soldats rouler dans la poussière avant de ramper jusqu'à un fossé. Aucun blessé grave, mais une nouvelle preuve que la moindre improvisation mécanique pouvait faire basculer le dispositif dans le chaos. Pourtant, malgré ces incidents, certains officiers refusèrent d'abandonner l'idée. Ils notèrent que le principe fonctionnait bien lorsque le terrain offrait une trajectoire stable. Lors d'un engagement limité près d'une digue côtière, un peloton réussit à traverser une longue zone découverte sans essuyer le moindre tir. Les défenseurs, habitués aux silhouettes de fantassins courant derrière les chars, ne remarquèrent même pas les coqs qui glissaient au sol. Cette infiltration silencieuse permit un assaut rapide et précis, confirmant que l'invention pouvait, dans certains contextes, réduire considérablement l'exposition initiale de l'infanterie.
Malgré ces quelques succès isolés, la tendance générale restait défavorable. L'état-major conclut que la complexité logistique, les risques importants et l'imprévisibilité du terrain rendaient l'utilisation des traîneaux trop difficile à standardiser. La doctrine alliée privilégiait la flexibilité, et un dispositif aussi dépendant des mouvements d'un seul char ne pouvait que s'intégrer avec difficulté. O'Daniel, lui, continua à défendre son projet. Il affirma que l'idée n'avait jamais été conçue pour remplacer les méthodes classiques, mais pour offrir une option supplémentaire dans des circonstances spécifiques. Cependant, à mesure que la guerre avançait, de nouvelles priorités surgissaient, de nouveaux équipements étaient testés, et l'attention du commandement se porta ailleurs. Quelques mois plus tard, les traîneaux apparaissaient de moins en moins sur le terrain. Ils n'avaient pas disparu, mais leur utilisation se limitait désormais à quelques unités isolées qui y voyaient encore un avantage tactique. Le front, lui, continuait de bouger, implacable, donnant au dispositif une existence périphérique, presque fantomatique. Ce qui restait à venir allait finalement sceller le destin de cette invention aussi audacieuse qu'éphémère. À mesure que les combats s'intensifiaient sur tout le théâtre méditerranéen, l'avenir des traîneaux devenait de plus en plus incertain. Leur présence dans quelques unités isolées donnait l'impression d'un dispositif qui survivait par inertie, porté par la détermination de certains officiers plutôt que par une réelle stratégie officielle. Pourtant, malgré la diminution de leur emploi, les traîneaux n'avaient pas totalement disparu. Plusieurs exemplaires furent récupérés après différentes opérations et réaffectés pour de nouvelles tentatives, cette fois loin des plaines italiennes. Lorsque débuta la préparation de l'invasion de la France méridionale, quelques officiers de la 5e armée proposèrent de donner une seconde vie aux traîneaux. Ils espéraient les employer dans des zones plus ouvertes, où les chars évoluaient avec plus de régularité et où la pression des mines et des creux abrupts était moindre. Une poignée de Sherman furent donc équipés à nouveau, et les traîneaux alignés comme s'ils attendaient un examen final après une longue série de contretemps. Dans ces nouveaux tests, les soldats remarquèrent que la nature du sol changeait tout. Les terrains secs, les routes en terre battue et les plateaux plus réguliers permettaient aux coques de glisser avec une fluidité impossible en Italie. Les patins réduisaient les vibrations, les articulations tenaient bon, et le Sherman pouvait maintenir une vitesse soutenue sans secousse brutale. Plusieurs instructeurs eurent même l'impression de voir enfin se matérialiser ce que O'Daniel avait imaginé au départ. Un groupe entier avançant derrière un blindé, comme s'il se fondait dans son ombre. Mais même dans ces conditions plus favorables, les limites demeuraient visibles. Lors d'un déplacement nocturne, un convoi traversa un chemin sablonneux. Le premier Sherman s'enfonça légèrement, juste assez pour modifier la profondeur de ses ornières. Les traîneaux, ajustés pour un autre type de sol, commencèrent à s'enfoncer aussi, chacun à un degré différent. Le mouvement, d'abord presque imperceptible, se transforma rapidement en oscillation, puis en friction trop forte. Les coques ralentirent, la distance avec le char augmenta, et il fallut interrompre toute la progression. Ce simple incident rappela une vérité incontournable. La moindre variation géographique pouvait anéantir les efforts de standardisation. Dans un autre secteur, un régiment tenta d'employer les traîneaux pour contourner un petit ensemble de positions retranchées. L'approche devait être silencieuse, directe, quasi chirurgicale. Le Sherman démarra et les coques suivirent parfaitement, leurs silhouettes effilées glissant dans la nuit comme des ombres métalliques. L'escouade arriva à portée d'assaut, prête à se détacher pour lancer l'attaque. Cette fois, le dispositif fonctionna exactement comme prévu. Les soldats émergèrent des coques en quelques secondes, prirent d'assaut les premières défenses et ouvrirent un passage pour le reste de leur unité. Mais ce succès isolé ne changea pas la tendance générale. Au fil des semaines, les officiers responsables de la planification constatèrent que les traîneaux imposaient une préparation lourde et une coordination trop exigeante par rapport aux bénéfices obtenus. Ils nécessitaient un terrain compatible, un char en parfait état, des conducteurs expérimentés et une infanterie disciplinée capable de supporter de longues minutes confinées dans une coque sans pouvoir réagir. La combinaison de ces conditions en faisait un outil efficace seulement dans des scénarios très précis, trop précis pour être intégré dans une doctrine d'emploi souple et adaptable.
Les rapports compilés après plusieurs mois d'essais dressèrent un tableau clair. Malgré une ingéniosité remarquable et quelques réussites tactiques, les traîneaux n'avaient pas su convaincre la majorité des unités. Les pertes subies lors des immobilisations de chars, les renversements accidentels, les décrochages soudains et le simple inconfort psychologique ressenti par les soldats finissaient par peser plus lourd que les rares opportunités où le dispositif offrait un avantage réel. Peu à peu, leur utilisation fut suspendue, puis quasiment abandonnée. Pourtant, leur histoire ne s'éteignit pas totalement. Lorsque l'on fouillait certains champs de bataille après les combats, on retrouvait parfois des coques tordues, des articulations encore intactes ou des patins enfoncés dans la terre. Plusieurs de ces restes furent récupérés, réparés et envoyés vers des unités arrières qui continuaient d'expérimenter distraitement. D'autres furent intégrés à des vidéos d'instruction ou analysés dans des hangars improvisés. Les images tournées à l'époque, ces séquences étranges montrant un Sherman tirant une colonne d'hommes allongés, finirent par circuler dans divers états-majors, suscitant autant de fascination que d'incompréhension. À mesure que la guerre avançait vers son dénouement, la place des traîneaux devint purement symbolique. Ils représentaient une forme d'audace technologique propre au champ de bataille, où l'urgence et le danger poussaient les officiers à imaginer l'impensable pour protéger leurs hommes. Leur courte existence résuma parfaitement l'esprit d'improvisation qui animait de nombreux commandants. Tenter, échouer, tenter encore, et espérer qu'une idée un peu folle devienne un outil capable de sauver des vies. Et lorsqu'on visionne aujourd'hui ces images poussiéreuses montrant 12 soldats allongés dans des coques de métal, glissant derrière un Sherman lancé à pleine puissance, on comprend que la Seconde Guerre mondiale fut aussi une guerre d'expériences audacieuses, certaines éphémères, d'autres visionnaires, toutes nées dans l'urgence brutale d'un monde en flammes.